Rahim. On commence la première séance qui se déroule sur le microéconomique 1, l'année universitaire 2020-2021. Je vous présente le professeur Amin Bouzi. C'est chargé d'assurer matière microéconomique 1, groupe A. Alors, comme vous connaissez, le microéconomique, c'est une matière de base d'économie qui permet à nos étudiants de maîtriser certains nombres de concepts et des méthodes et des théories aussi utilisées pour analyser ce qu'on appelle le comportement du consommateur et du producteur et aussi d'analyser ce qu'on appelle l'évolution et la détermination du prix au niveau du marché. Alors, comme vous connaissez, cette matière, c'est une matière de base qui se base sur une analyse comportementale des consommateurs et des producteurs et permet aussi de déterminer certain nombre de phénomènes économiques comme la croissance, l'emploi, le chômage, c'est-à-dire cette matière intervenir. On peut l'utiliser dans l'analyse des phénomènes économiques comme l'analyse de la croissance économique, le commerce international, l'emploi, le chômage, à travers le comportement de ce consommateur. L'objectif, bien sûr, de cette matière est d'expliquer comment se détermine le prix au niveau du marché, comment on peut déterminer l'évolution du consommateur et de l'utilité pour le consommateur et le profit pour le producteur. Alors, à travers quoi? À travers une analyse de comportement de ces agents économiques ou des acteurs de l'économie qui peuvent être des producteurs ou du consommateur. Cette matière, bien sûr, est une matière de base, comme on l'a évoqué. Elle permet aussi de maîtriser certains nombres des concepts utilisés et qui sont utilisés, bien sûr, par les théoriciens néoclassiques pour expliquer comment ce consommateur et ce producteur peuvent satisfaire sa fonction d'objectif qui peuvent être la maximisation de l'utilité ou de la maximisation du profit en se basant sur l'évolution de la quantité consommée ou de la quantité produite en relation avec le coût, ou le contrainte budgétaire, ou le contrainte de revenus, bien sûr. Comme une petite présentation, avant de parler sur le contenu du cours, ce que je vous demande, bon début d'année universitaire, plein de joie, de bonheur et que de la réussite, Inch'Allah. Ce que je vous demande aussi, de prendre les précautions nécessaires, surtout que cette année, ce début d'année bien sûr, cette année universitaire commence par des conditions sanitaires très particulières. C'est pour cela que je vous demande de prendre les précautions nécessaires. Ce n'est pas seulement pour vos intérêts, mais aussi pour l'intérêt de vos proches. Alors, comme une présentation du plan de cours se compose de deux chapitres. Le premier chapitre se déroule sur le calcul économique du consommateur. À travers ce chapitre, on va essayer d'expliquer la théorie du choix du consommateur. Et ensuite, on va parler sur la fonction de préférence, de la fonction de préférence à la fonction de la demande. Bien sûr que la première section se déroule sur la théorie du choix du consommateur. On cherche d'expliquer comment le consommateur essaye de choisir d'une manière optimale la quantité consommée de biens X, Y par exemple, ou de la quantité de biens consommés, en se basant bien sûr sur le niveau de prix de ces biens et en relation bien sûr avec son revenu. Ensuite, on va parler sur la fonction de préférence, de la fonction de préférence à la fonction de la demande. Alors, dans cette section, on va essayer d'expliquer le passage de cette préférence de goût et ainsi de suite vers le passage de préférence, de classement de préférence de ce consommateur vers ce qu'on appelle la demande, la fonction de la demande. Alors, au deuxième chapitre, on va parler sur la fonction de la demande. Alors, bien sûr, pour parler de la fonction de la demande, on a besoin d'expliquer c'est quoi la demande, alors la notion de la demande. Bien sûr, on va parler de ça
à la deuxième section, et à la première section, la deuxième section, on va parler sur la relation qui existe entre la fonction de la demande et l'élasticité. Bien sûr, alors tout ce qui concerne le cours, bien sûr que le cours de cette première semestre se déroule, le microéconomique 1 se déroule sur 2 chapitres, comme on a parlé, le calcul économique du consommateur et la fonction de la demande. Alors je vous propose quelques références bibliographiques. Alors ce que je vous demande de ne pas rester limité alors sur le support de cours. Donc c'est un support de cours qui vous oriente sur un certain nombre des concepts et des méthodes qu'on peut les utiliser dans l'analyse de microéconomique, mais bien sûr, il est à la disposition de nos étudiants, d'un certain nombre des ouvrages et des références bibliographiques, alors que vous pouvez les utiliser dans la préparation, bien sûr, de préparer de la lecture de ces matières pour les maîtriser en se basant sur des ouvrages qui existent, bien sûr, à la bibliothèque de faculté. Comme vous pouvez utiliser les sites et la technologie du web, pourquoi pas, de maîtriser la matière. Mais le cours, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas le dépasser. Bien sûr, on peut utiliser d'autres ouvrages. Je vous propose 3 ouvrages, vous pouvez utiliser d'autres, bien sûr. Je vous propose le manuel de microéconomique de l'auteur Hadrian. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi l'ouvrage L'introduction à la microéconomique de l'auteur Murat et Itzoglu. Bien sûr, ça existe au niveau de bibliothèque. Et vous pouvez utiliser aussi l'ouvrage, vous pouvez bien sûr baser sur l'ouvrage les principes du microéconomique, méthode empirique et théorie moderne des auteurs de Etienne et Wassmann. Bien sûr, ces trois auteurs ces 3 ouvrages, bien sûr, comme des références bibliographiques, en tant que vous êtes des étudiants. Alors ne pas rester limité, s'il vous plaît, sur le site. Vous pouvez utiliser d'autres références bibliographiques. Alors, comme une petite introduction du cours, lorsqu'on dit la microéconomique, alors la microéconomique, ce qui différencie microéconomique de macroéconomique, c'est-à-dire que le macroéconomique se focalise sur ce qu'on appelle les agrégats économiques. Alors tout ce qui concerne l'économie du produit intérieur brut, ce qu'on appelle le revenu national, chômage, ainsi de suite. Tous les agrégats monétaires concernent le macroéconomique. Mais concernant le microéconomique, alors concernant tout ce qui concerne le comportement des individuels, de tous les agents qui existent au niveau du marché, ces agents peuvent être des consommateurs ou des producteurs, ça dépend de ses besoins. Bien sûr que les consommateurs, ils ont des besoins de maximiser ses satisfactions, bien sûr, mais les producteurs de maximiser la satisfaction, c'est-à-dire de maximiser son utilité. On va parler de ça sur quel type d'utilité qui existe. On parle d'utilité totale, d'utilité marginale. Mais pour le producteur, bien sûr, de maximiser ce qu'on appelle le profit, ou de maximiser la quantité de produit, ça dépend de la fonction d'objectif. Mais il peut aussi, ce producteur, de minimiser le coût dans le cas où sa fonction d'objectif alors se détermine de minimiser le coût dans le cas où il a déjà, c'est-à-dire que la quantité produite, c'est prédéfini, c'est déjà déterminé. Alors il cherche de minimiser le coût, d'arriver à le même résultat, la même quantité produite, par l'utilisation du minimum du coût. La même chose pour l'agent économique de consommateur, alors qu'on va aborder dans ce premier semestre. Alors, pour maximiser l'utilité, en se basant bien sûr sur la fonction d'objectif, de chercher de maximiser sa fonction objective. Dans le cas où sa fonction objective peut être de maximiser, c'est-à-dire qu'on dit fonction objective peuvent être soit de maximiser sa satisfaction dans le cas où, alors ce consommateur, bien sûr, c'est-à-dire que ce consommateur est déjà connu, alors son revenu, c'est-à-dire que le revenu c'est prédéfini, égal à N par exemple, mais elle cherche
de maximiser sa satisfaction en se basant sur ce revenu, c'est-à-dire ses prix définis. Alors c'est pour cela qu'il cherche de maximiser son satisfaction en l'utilité totale, par exemple, l'utilité marginale. Bien sûr, l'utilité totale marginale, c'est-à-dire qu'on va parler de ça au niveau du coût. C'est-à-dire que le consommateur, alors, il cherche de maximiser sa fonction objective dans le cas, quel que soit de maximiser la satisfaction, comme il peut être la fonction objective 1 et la fonction objective 2. Fonction objective 1. Alors, concernant la fonction objective 2, peuvent être de minimiser le coût de consommation, bien sûr, ce coût de consommation, dans le cas où le niveau de l'utilité c'est déjà défini égal par exemple à M. C'est-à-dire qu'on a déjà connu le niveau de satisfaction de l'utilité. Mais on cherche de minimiser le coût. Dans le cas où la fonction objective où on a déjà connu le niveau de revenu, alors on cherche bien sûr de minimiser juste, alors de maximiser le niveau de satisfaction. Bien sûr que le microéconomique s'appelle aussi une théorie des prix, parce que alors il correspond à expliquer comment les individus, alors les agents économiques et les relations qui existent, c'est-à-dire d'expliquer les comportements individuels qui existent entre ces consommateurs en se basant sur la valeur du prix. C'est-à-dire que le prix, au niveau de marché, détermine le degré de rareté et le degré d'abondance. Est-ce que ce produit il est abondant ou pas, pour orienter ce consommateur vers l'optimisation. C'est-à-dire, à ce niveau, il a le choix. Tant qu'on considère que ce consommateur il est rationnel. Tant qu'il est rationnel, il a le choix entre d'effectuer, de choisir, bien sûr, entre un bien et un autre, bien sûr, en relation avec le prix. Bien sûr, le niveau de l'utilité, c'est important. Et prend en considération le niveau de satisfaction de l'utilité. Mais en même temps, il prend en considération son revenu, son niveau budgétaire, combien va dépenser pour acheter ce bien, c'est-à-dire le revenu. Bien sûr, on dit revenu, automatiquement revenu, c'est quoi? Revenu, c'est-à-dire le niveau qu'on va, si dans le cas on a deux biens X et Y, c'est-à-dire I, le prix de X et le prix de Y, alors pour déterminer le revenu, on considère que ce consommateur dépense sa totalité de son revenu à la consommation de ces deux biens. C'est-à-dire pour cela que le revenu égale le prix de X multiplié par la quantité consommée du bien de X et plus le prix de Y multiplié par la quantité consommée du bien de Y. Alors c'est le niveau de revenu consacré à l'achat du bien du Y et le niveau de la quantité de revenus consacré en montant consacré à la consommation du bien du X. Alors la sommation doit être égale au revenu, c'est-à-dire qu'on considère que ce consommateur dépensait sa totalité de son revenu à la consommation de ce bien. C'est parmi les hypothèses. On va parler de ça. Alors l'objectif du microéconomique, alors c'est en double, c'est-à-dire qu'on a deux objectifs. Le premier, il doit décrire et expliquer comment les agents cherchent à optimiser sa fonction objective. On a parlé de ça. C'est-à-dire, alors cherche d'optimiser, c'est-à-dire cherche l'optimisation de sa fonction objective. Sa fonction objective peut être la maximisation ou de minimisation. On parle du consommateur, alors c'est-à-dire la maximisation, c'est-à-dire de maximiser la quantité, c'est-à-dire de maximiser la satisfaction, bien sûr, ou de minimiser le coût. Dans le cas où, c'est-à-dire d'arriver par un niveau de revenu prédéfini, c'est-à-dire on cherche de maximiser la satisfaction par ce même niveau de revenu. Et en même temps, il cherche d'avoir le même niveau de satisfaction par le minimum de revenu. Alors la microéconomie cherche à expliquer comment se détermine le prix sur le marché. Bien sûr que le prix au niveau du marché, on considère que les agents économiques n'ont pas une intervention directe
sur la détermination du prix. On considère que le prix se détermine d'une manière libre. C'est-à-dire qu'on parle que le marché, c'est un marché qui est libre. C'est-à-dire que l'offre et la demande, la fonction d'offre et la demande, qui détermine le niveau de prix. Mais le consommateur, c'est juste informé du niveau de prix pour les biens consommés. Et automatiquement, lorsqu'il est informé, alors il cherche combien va consommer du X, Y pour avoir le même niveau de satisfaction dans le cas où le revenu est fixe, ou de maximiser le niveau de satisfaction par le même niveau de revenu dans le cas où le revenu qui est privé. Alors, ça s'appelle aussi la théorie de l'équilibre, dans le cas où, c'est-à-dire le prix se détermine dans le cas où on a l'équilibre entre l'offre et la demande au niveau du marché. Et ces points d'équilibre qui correspondent à un prix s'appelle le prix d'équilibre. Alors ensuite, le microéconomique cherche à montrer comment l'intérêt général se déduit sur l'intérêt particulier. C'est parmi les objectifs du microéconomique, c'est-à-dire qu'on considère que les consommateurs et les producteurs sont des agents rationnels. C'est-à-dire chacun cherche à maximiser sa fonction objective. C'est-à-dire que le producteur cherche à maximiser son profit et le consommateur cherche à maximiser sa satisfaction. Bien sûr que la confrontation entre ces deux intérêts se déduit, ou se traduit, ce qu'on appelle, alors ces intérêts particuliers se traduisent vers ce qu'on appelle l'intérêt général, c'est-à-dire tous les parties prenantes du marché, ou les acteurs, ou les agents du marché sont satisfaits. C'est-à-dire à ce niveau, on parle que l'intérêt commun alors se déduit l'intérêt général auprès des intérêts particuliers d'une manière automatique et harmonisée, c'est-à-dire harmonisée d'une manière, c'est-à-dire prise d'une manière automatique, on peut dire. Alors, c'est pour cela qu'on dit que les autres parmi les objectifs de microéconomique, c'est comment on peut se déduire l'intérêt général auprès des intérêts particuliers. Chacun cherche de maximiser sa satisfaction. Bien sûr, la confrontation et le rassemblement de ces satisfactions au niveau du marché permet de déterminer un niveau d'équilibre entre l'offre et la demande qui permet de trouver tous les parties prenantes de ce marché deviennent satisfaits. Alors, devient satisfait, c'est-à-dire on dit que c'est l'intérêt général. Ensuite, microéconomique. Alors, il y a à la fois une méthode et une théorie. On dit que microéconomie est une théorie parce qu'il appartient à la théorie de l'analyse microéconomique, de la théorie néoclassique, pardon, d'analyse économique néoclassique qui permet de déterminer alors comment on peut fonctionner une économie de marché. Alors, l'objet de l'analyse auprès de laquelle alors on utilise le microéconomique par les théories néoclassiques d'essayer de répondre à la question suivante, comment on peut fonctionner une économie de marché. On dit aussi c'est une méthode parce qu'il peut utiliser le microéconomique à l'analyse des branches économiques comme l'économie de développement, l'économie internationale ou le commerce international, et aussi il comporte à travers le comportement individuel, c'est-à-dire à travers le comportement individuel des agents du marché ou les agents économiques qui peuvent être des consommateurs et des producteurs, on peut avoir ce qu'on appelle, on cherche à travers ces comportements individuels qui cherchent de maximiser chacun d'où sa fonction objective, on peut analyser des phénomènes économiques comme on a évoqué, la croissance, commerce international et ainsi de suite. Alors, pour avoir une analyse microéconomique, les théoriciens néoclassiques dégagent ce qu'on appelle, pour avoir une analyse d'une manière efficace du microéconomique, les théoriciens de l'école néoclassique se déterminent ou essayent de déterminer certains nombres. Alors, ils sont déterminés certains nombres des hypothèses. Alors, ces hypothèses permettent, bien sûr, d'effectuer une analyse microéconomique d'une manière efficace. Alors,
parmi ces hypothèses, il considère l'approche néoclassique, considère que la société est formée des agents libres et égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre tous les consommateurs et les producteurs, mais ces sociétés se composent des agents qui sont libres et égaux, qui peuvent être des consommateurs ou des producteurs. Et aussi, on admet que ces agents ne se diffèrent pas sur l'essentiel. C'est-à-dire ils cherchent juste cherche de maximiser sa fonction objective. Ensuite, les ménages disposent initialement d'un ensemble des ressources. On considère que tous ces agents économiques qui peuvent être des consommateurs ou des producteurs disposent des moyens, c'est-à-dire des ressources, peuvent être des ressources financières, la disponibilité pour acheter, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire c'est une source aussi, les titres fonciers, ainsi de suite, tous les biens, c'est-à-dire qu'ils disposent des ressources, ils sont prêts pour effectuer l'échange. Alors, on considère pour faire une analyse microéconomique d'une manière efficace. Alors, les théoriciens de néoclassique dégagent un certain nombre des hypothèses. Alors, ils proposent que ces conditions doivent être disponibles pour réaliser cette analyse de microéconomique d'une manière efficace, pour avoir des résultats alors scientifiques et économiques, bien sûr. On se base sur une analyse microéconomique d'une manière scientifique. C'est pour cela, parmi ces hypothèses, on a parlé que première hypothèse, c'est-à-dire c'est-à-dire que la société se compose des agents qui sont les consommateurs et les producteurs. Deuxième, que ces ménages, alors qu'ils sont les consommateurs et producteurs, qui disposent des ressources et qui sont prêts pour faire l'échange. C'est-à-dire cherche, alors quand il est prêt, c'est un consommateur, de dépenser certaines quantités de son revenu pour acheter une quantité de bien à consommer auprès d'un producteur. Et ce producteur, il est prêt de vendre une quantité de bien, XY par exemple, et avoir en contrepartie une quantité de revenus, c'est-à-dire qu'on parle de l'échange au niveau de marché. Troisième hypothèse, si les entreprises sont caractérisées par une fonction de production qui indique la quantité maximale de produits qu'ils peuvent obtenir à partir des divises en pile, c'est-à-dire les matières premières, les matériaux, ainsi de suite, les machines dont ils disposent. L'objectif de leur fixer le maximum de prix, c'est-à-dire que ces producteurs sont prêts d'utiliser toutes les inputs, c'est-à-dire les matières premières, les main-d'œuvre, tout ce qui entre au niveau de transformation de ces matières premières, tous les processus de transformation jusqu'à le revenu pour avoir en contrepartie un profit. S'il n'y a pas de profit, alors à quoi ça sert ce processus de production? C'est pour cela qu'on considère que ces producteurs, ils ont un historique de transformation, alors de chercher les matières premières pour les transformer, utiliser le travail, les machines, ainsi de suite, pour avoir en contrepartie un profit. Ils cherchent à réaliser ce profit. Et ensuite, quatrième hypothèse, c'est-à-dire pour maximiser leur utilité ou leur profit, les agents cherchent à effectuer des échanges selon des modalités spécifiques. C'est-à-dire chacun cherche de sa part de maximiser sa fonction objective. Peuvent être profit, peuvent être l'utilité ou la satisfaction. C'est clair? Alors c'est pour cela qu'on dit qu'on propose et on considère que ces agents économiques qui peuvent être des consommateurs de produits sont des agents rationnels, c'est-à-dire intelligents. Ils cherchent son utilité. Ils cherchent de maximiser sa fonction objective. Et ensuite, on parle sur la cinquième hypothèse. Alors, concentrer une connaissance des prix dit bien, c'est-à-dire qu'on considère et on propose, alors les théoriciens néoclassiques, ils proposent et ils considèrent que lorsque ces consommateurs et ces producteurs, ils ont pris connaissance de la valeur du prix, automatiquement, ils formulent ce qu'on appelle la demande pour les biens, alors qu'ils désirent et les offrent, c'est-à-dire les consommateurs, alors formulent leur demande et les producteurs formulent leur offre, c'est-à-dire ils sont prêts de faire l'échange. Et sixième
hypothèses, c'est-à-dire on considère ces 6 hypothèses, nous permet de dégager un certain nombre de conditions dégagées par les théoriciens néoclassiques, c'est-à-dire pour expliquer alors certaines conditions et certaines propositions et certaines hypothèses, alors pour avoir des conditions nécessaires pour effectuer une analyse de microéconomique d'une manière scientifique et logique et raisonnable. Alors, 6e hypothèse microéconomique se propose de montrer qu'il existe parmi tous les prix possibles un prix d'équilibre, c'est-à-dire on cherche parmi les prix qui existent au niveau du marché, c'est-à-dire on considère, on propose parmi ces prix un prix d'équilibre, c'est-à-dire un prix qui permet de réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire parmi les prix des du marché, on va chercher, c'est-à-dire on considère, c'est parmi les propositions, c'est-à-dire parmi les prix qui existent au niveau du marché, il existe un prix d'équilibre. Prix, c'est le prix d'équilibre, point d'équilibre entre l'offre, c'est-à-dire l'offre et la demande. C'est-à-dire à ce point, c'est-à-dire que l'offre égale la demande. C'est clair? C'est-à-dire que l'offre égale la demande. Et l'évolution du prix nous permet d'avoir, ça s'appelle le prix d'équilibre, c'est-à-dire à un niveau, au niveau du marché, il existe un prix où on a l'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, le premier chapitre, c'est le calcul économique du consommateur. Alors, pour parler du calcul économique du consommateur, c'est-à-dire on dit que le consommateur, c'est-à-dire comment, alors les consommateurs, donc on parle dans ce chapitre, dans ce semestre, c'est-à-dire le premier semestre, on va parler sur le calcul économique du consommateur et la fonction de la demande. Deuxième semestre, Inch'Allah, concernant le microéconomique, on va parler et on va étudier le calcul économique du producteur et aussi l'équilibre du marché et des prix. Dans le marché et l'équilibre du marché et des prix. Bien sûr, on va parler sur ce qu'on appelle le calcul économique de producteur. Bien sûr, la question qui se pose, alors comment les agents économiques font-ils un choix efficace? Parmi les biens qui existent, sur le marché, X1, X2, ainsi de suite jusqu'à X1, alors, bien sûr, le consommateur il a le choix de choisir parmi ces biens qui existent au niveau du marché, quelle est la quantité ou le choix optimal, combien va consommer du bien X1 ou X2, jusqu'à X1 par exemple, ou Y1 par exemple, jusqu'à Y1, c'est-à-dire combien va consommer de ce bien, alors la quantité, c'est-à-dire pour avoir un niveau de revenu à ne pas dépasser. Clair? Alors combien va consommer, comment un consommateur, ou l'agent économique qui est le consommateur, alors réalise, fait-il le choix efficace, c'est-à-dire choix efficace en relation avec le prix. On a le prix du X1, prix jusqu'à le prix du XN. Concernant, si on parle sur la consommation du bien X, si on parle de consommation du bien X, chaque bien correspond à un prix défini au niveau du marché. Pas le consommateur qui définit, ou le producteur qui définit le prix, mais le prix se détermine au niveau du marché. C'est pour cela que le consommateur ou le producteur cherche, c'est-à-dire on parle à ce chapitre sur le calcul économique du consommateur, c'est-à-dire comment ce consommateur peut effectuer alors un choix optimal. Combien va consommer du bien X, jusqu'à XN, d'une manière optimale, c'est-à-dire en relation avec son revenu et en relation avec son niveau de revenu et le niveau de prix, les niveaux des prix, pardon, le niveau des prix des biens alors qu'ils existent au niveau du marché. Alors pour résoudre, alors c'est pour cela que nous aborderons dans la première section la théorie du choix
de consommateur. Et dans la deuxième section, nous verrons comment se déduit une fonction de demande à partir de la fonction de préférence. C'est-à-dire ce qu'on dit préférence, c'est-à-dire les goûts, les choix du consommateur en relation avec ses besoins et ses goûts. Alors, quand un agent économique achète un bien, automatiquement, alors à un certain prix, il effectue une double choix. C'est-à-dire, un consommateur, lorsqu'il achète un bien, il effectue deux choix. Première, c'est-à-dire de satisfaire un besoin parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il a plusieurs besoins. C'est-à-dire, s'il a besoin de manger un bien, c'est-à-dire qu'il satisfait un besoin de nourriture. Alors, lorsqu'il achète un bien, il satisfait un besoin de nourriture. Parmi d'autres besoins peuvent être pour habiller ou de sécurité, ainsi de suite, mais un besoin de nourriture, lorsqu'il achète un bien de consommation. Alors, lorsqu'il achète un bien, il effectue deux choix. Première, c'est satisfait un besoin parmi d'autres besoins, et ensuite de consacrer une partie de son revenu à l'achat de ce bien. Si par exemple ce consommateur, s'il existe par exemple au niveau de marché, il existe deux biens X, Y. Sur proposition, on considère que les deux biens, tant que le prix d'Y, X, si défini, connu, égal à M, et le prix d'Y égal à M. Par exemple, lorsqu'il achète et il dispose d'un revenu égal, par exemple, égal à M majuscule, par exemple. Mais pour satisfaire ce bien, c'est-à-dire qu'on considère que ce revenu alors revenu, c'est-à-dire qu'on considère que ce consommateur est rationnel, c'est-à-dire qu'on n'a parlé de ça au niveau des hypothèses, c'est-à-dire lorsqu'il est informé du niveau de revenu, c'est-à-dire que le niveau de revenu, il est prêt d'effectuer un échange, c'est-à-dire de chercher d'acheter un bien, de satisfaire un besoin, alors auprès de la consommation de ce bien. Alors il faut qu'il y ait deux choix. Premier choix, c'est-à-dire qu'il va satisfaire un besoin. Par exemple, s'il va acheter un bien X, c'est-à-dire revenu, s'il va consacrer tout le revenu à l'achat du bien X, on dit que le revenu est égal à X fois le prix de X. La quantité du bien du X consommé. C'est clair? Alors, ensuite, si ce consommateur achetait le bien Y, toute la totalité de revenus à la consommation du bien Y, on dit que ce revenu égale la quantité du Y multiplié par le prix, c'est-à-dire prix de X, pardon, prix de X, ici, prix du Y. Très bien. Mais dans le cas où le consommateur va chercher de consommer les deux biens X et Y, il va consacrer une partie de ce revenu à l'achat du bien de X multiplié par le prix de X, I plus la quantité du Y multiplié par le prix du Y. Mais combien, tant qu'on a connaissance, on a connaître le niveau de prix de X et Y, prix de X par exemple égal à M, et prix d'Y égal à M, c'est-à-dire la variable qu'on cherche à trouver, c'est la quantité de X et Y, qui est inconnue. Variable, c'est combien on va consommer. Ici, la même chose pour Y et pour X, combien on va consommer de X et combien on va consommer de Y. Alors à ce niveau, c'est les trois cas. Alors combien on va consommer du bien de X et combien on va consommer du bien de Y pour rester sur le même niveau de revenu. On ne peut pas dépasser son niveau de revenu. C'est-à-dire c'est une contrainte budgétaire. C'est le plafond de consommation. On peut acheter n'importe quelle quantité de biens X, Y, mais on reste sur le même niveau de revenu, c'est-à-dire c'est l'enveloppe budgétaire, le revenu de ce consommateur. C'est pour cela que pour effectuer ce choix, c'est-à-dire qu'on considère que lorsque le consommateur achète un bien, il effectue deux choix. Le premier, il satisfait un besoin parmi d'autres qui existent, parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il a plusieurs besoins. Et ensuite,
il consacre une partie de son revenu à la consommation, à l'achat ou à la consommation de ce bien. Alors, pour l'analyse microéconomique, on a besoin de dégager deux hypothèses. La première, on suppose que ce consommateur prend des décisions rationnelles. C'est-à-dire qu'on considère que ce consommateur est rationnel. Ce n'est pas irrationnel, c'est rationnel. C'est-à-dire qu'il effectue des choix d'une manière rationnelle. Et rationnel, ça d'une part, première hypothèse. La deuxième hypothèse, on suppose par ailleurs que le consommateur a une certaine fonction de préférence et qui reflète le goût, les habitudes et ainsi de suite. C'est-à-dire il a aussi, il a des préférences. C'est pas seulement rationnel, mais il a des préférences, il a des goûts. Parfois, il préfère de préférer ou de préférer un produit à un autre. C'est pas seulement en relation avec les prix et le revenu, mais aussi avec ses goûts, ses préférences et ainsi de suite. C'est pour cela que la première hypothèse, c'est-à-dire connaître toutes les possibilités d'emploi de revenus, de maximiser sa satisfaction de ce besoin. C'est-à-dire qu'au niveau de ce point, alors tant qu'il est rationnel, il cherche de maximiser sa satisfaction. La satisfaction. Et ici, il a des goûts et des préférences, c'est-à-dire, c'est pas la peine, c'est-à-dire de prendre en considération les niveaux de consommation de revenus, mais il a besoin juste de prendre en considération ses préférences et ses goûts. Alors, il ne reste pas limité, il n'est pas attaché seulement des prix, mais aussi avec les goûts et les préférences. Alors, la problématique de ce consommateur se présente comme suite. C'est-à-dire, on considère qu'un consommateur, la problématique de ce consommateur se présente comme suite, c'est-à-dire comment on peut, la question qui se pose, comment ce consommateur effectuer un choix rationnel, comment effectuer le choix d'une manière optimale. Alors la problématique du consommateur et que ce consommateur dispose d'un revenu R, c'est un revenu R, et il cherche bien sûr, et qu'il doit dépenser entièrement, c'est-à-dire qu'il va alors consommer ce revenu à sa totalité, à l'achat de deux biens, à l'achat des biens par exemple X, Y, tant que le prix X est le prix de Y, tant que P de X, c'est le prix de X, I de Y, c'est le prix de Y. C'est-à-dire, et la question, alors la problématique est comme ceci, c'est-à-dire comment ce consommateur doit répartir. C'est-à-dire qu'on cherche comment. Alors la question qui se pose, comment ce consommateur, comment se dépenser la totalité de ce revenu R, à la consommation de ces deux biens, X, Y, Y. C'est-à-dire qu'on cherche de trouver la répartition optimale de ce revenu sur la consommation, combien, en quantité,
combien on va acheter comme unité, le nombre ou la quantité, si on cherche le poids, en relation avec le poids, combien de kilogrammes, par exemple, du bien X et de kilogrammes du bien Y. Par exemple, par unité, combien le nombre de la quantité du bien du X et la quantité du bien Y, sachant que les prix de X et les prix de Y sont prix définis. C'est déjà, c'est prix déterminé. C'est-à-dire, on a déjà, c'est-à-dire que le consommateur est connu, alors le niveau du prix du bien X et Y. Mais il cherche juste de déterminer la distribution de la totalité de ce revenu à la consommation de ces deux biens. Combien va acheter des biens X et Y et de rester sur le même niveau de revenu qui égale, qu'on a dit, par exemple, égal à M minuscule. Alors, c'est-à-dire qu'on cherche alors de déterminer le niveau de revenu. C'est ça la problématique de calcul économique de consommateur. Alors, dans l'analyse économique, on distingue deux types d'approches. C'est-à-dire, pour effectuer une analyse microéconomique, alors il existe deux méthodes. On a la méthode cardinale, ou l'approche cardinale, et l'approche ordinale. Alors, on dit l'approche cardinale, c'est-à-dire qu'on a besoin de quantifier les utilités. Même si l'utilité, c'est quelque chose qu'on ressentit, c'est quelque chose qui est incorporé, mais dans l'analyse microéconomique, en se basant sur l'approche cardinale, on a besoin de déterminer ces utilités d'une manière quantifiable, c'est-à-dire chiffrée, quantifiable. On a besoin de quantifier, de chiffrer, de déterminer la quantité consommée, la quantité des utilités. C'est-à-dire qu'on a besoin de quantifier les utilités. On dit que l'approche cardinale, c'est une approche qui permet de faire une analyse microéconomique, bien sûr, en se basant sur la quantification des utilités. C'est-à-dire qu'on a besoin de quantifier l'utilité. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'utilité. Et l'utilité, il existe deux types d'utilité. On dit qu'il existe l'utilité totale et l'utilité marginale. L'utilité totale, c'est-à-dire qu'on va dégager avec la quantité consommée, c'est-à-dire qu'on va avoir auprès de la consommation. Il évolue, c'est-à-dire c'est évolutif avec la quantité consommée, jusqu'à le point de satiété. Lorsque le consommateur atteint un niveau de satiété, automatiquement l'utilité totale atteint, c'est-à-dire le reste standard, c'est-à-dire un niveau de satiété, ou de satisfaction. Alors, lorsque le consommateur continue de consommer les biens, alors automatiquement l'utilité totale commence à devenir décroissante. Mais par contre, l'utilité marginale, c'est l'utilité qu'on peut procurer auprès de la consommation, c'est-à-dire l'utilité additionnelle qu'on peut procurer auprès de la consommation de la dernière unité consommée. C'est-à-dire jusqu'à atteindre le niveau de satiété, l'utilité se présente comme suit, c'est-à-dire se présente comme suit, l'utilité totale, ici, c'est l'utilité marginale. C'est-à-dire à ce niveau, lorsqu'on a atteint le niveau de satiété, alors le niveau de satiété qui correspond à prix et la quantité, c'est-à-dire on a besoin d'avoir à ce niveau, c'est-à-dire l'utilité marginale et l'utilité totale. Alors à ce niveau, c'est-à-dire que l'utilité marginale atteint le maximum, c'est-à-dire le point d'inflexion. C'est-à-dire au-delà, c'est-à-dire à ce niveau, comme vous voyez, juste schématise. On va schématiser alors l'évolution de l'utilité totale. Pour parler de l'utilité totale, c'est l'évolution avec la quantité consommée. Ici, c'est le prix. L'utilité, c'est l'évolution de la quantité consommée, c'est-à-dire avec tant que, c'est-à-dire, pardon, c'est pas l'utilité, c'est le prix, c'est l'utilité totale et l'utilité marginale. Ici. Alors l'évolution de l'utilité, c'est-à-dire on permet, c'est-à-dire en relation avec
la quantité consommée. Plus la quantité consommée augmente, plus l'utilité totale augmente aussi. Jusqu'à le point de satiété. À ce niveau, on dit que l'utilité totale, c'est l'utilité qu'on peut procurer avec la consommation du bien. Mais l'utilité marginale, c'est l'utilité additionnelle qu'on peut procurer par la consommation de la dernière unité consommée. C'est-à-dire que lorsque atteindre le niveau de satiété, l'utilité marginale devient égale à 0, nul. Et ici, c'est-à-dire l'utilité marginale décroissant. Ici, l'utilité marginale croissant, l'utilité totale croissant par un taux qui est croissant. Ici, l'utilité totale croissant, mais par un taux qui est de croissance qui est décroissant. Mais l'utilité marginale devient décroissante. Jusqu'à le point de satiété, à ce niveau, on a ici, alors que l'utilité marginale devient nulle, mais l'utilité totale atteint son niveau de satiété. Au-delà de maximum de l'utilité, c'est-à-dire l'utilité totale devient décroissance et l'utilité marginale devient négative. Marginale devient négative. C'est pour cela qu'on dit l'évolution de l'utilité totale de l'utilité marginale en relation avec la quantité produite, c'est-à-dire que l'utilité totale, c'est la quantité qu'on peut procurer, l'utilité qu'on peut procurer par la consommation d'une quantité additionnelle, c'est-à-dire l'utilité marginale, c'est l'utilité additionnelle de la consommation d'une dernière unité consommée. Par contre, l'utilité totale, c'est l'utilité qu'on peut procurer avec la quantité consommée jusqu'à atteindre le niveau de consommation, jusqu'à atteindre le niveau de satiété. Alors, on a dit que l'approche, en se basant sur l'approche cardinale, alors on va expliquer comment on peut déterminer, analyser l'évolution de l'utilité en se basant avec la quantité consommée, tant que les prix alors sont définis, c'est-à-dire que la quantité consommée, c'est-à-dire combien ce consommateur dégage de l'utilité, alors satisfait auprès de son utilité, alors à partir de la consommation, à partir de la quantité consommée des biens X ou Y, ça dépend de la quantité consommée. Alors ça, tout ce qui concerne la première séance, qui concerne juste une séance introductive. Alors, on arrête à ce niveau. À la semaine prochaine, Inch'Allah, à la deuxième séance, on va parler alors sur l'évolution de l'approche cardinale et aussi comment ce consommateur peut déterminer ses consommations. Alors, ce niveau de l'utilité en se basant sur la quantité consommée en relation avec son revenu et son prix. Alors, je vous souhaite bonne journée. À la semaine prochaine, Inch'Allah.